vous débrouillez tout seul, hein, donc voilà. Donc ça a été compliqué. Voilà, Donc on va se voilà, rapprocher j'ai repris, voilà, de comme ça un petit peu. la maison et puis on va s'asseoir 5 minutes. Moi, il faut que si je reste trop longtemps debout, je sens que ça va tirer encore. Il faut pas que ça, il faut que je reste encore en bon état jusqu'à demain. Alors on va regarder les. Vous voyez ça, c'est tout neuf encore, hein, ça brille. Hein. Ça, vous savez ce que c'est. Normalement, vous devriez savoir ce que c'est ça. C'est des carreaux de ciment. De ciment, oui. C'est-à-dire que ce Exact. n'est pas Je cuit. connais. Ouais. Ce n'est pas cuit. Et ici, c'est très important parce qu'on n'avait pas d'énergie facile ici. Donc ça, c'est fait simplement avec du ciment blanc mélangé à des pigments qui sont des pierres broyées de l'environnement. Les moules, évidemment, viennent de France, mais avec un seul moule, vous faites des centaines de carreaux. Et Exact, ouais. tous les gens qui avaient les moyens, donc dans les débuts du XXe siècle, ont décoré le sol de leur maison avec ces carreaux-là. Donc aujourd'hui, on n'en fait plus. Ces carreaux sont nés vers 1840 en Ardèche, en France. Hein. On connaît très bien l'origine de ces carreaux. Après l'invention du ciment, il y a une entreprise qui a eu cette idée-là. Donc c'est une semelle en ciment gris et dessus, il y a une très mince couche de ciment blanc, quelquefois mélangé avec de la poudre de marbre blanc. Et puis ensuite, pour les couleurs, c'est des pigments. Alors ici, c'est broyé avec des pierres naturelles. Et vous mettez d'abord la semelle de ciment gris, pas trop humidifiée. Et dessus, vous posez une grille. Qui est une grille en forme de cloisonné, hein, en métal. Et puis, dans les trous, à la cuillère, vous mettez du ciment dilué. Et comme en dessous, vous avez une couche de ciment gris qui n'est pas trop humidifiée, l'humidité est absorbée très vite et les couleurs ne se mélangent pas. Vous retirez délicatement le moule, vous faites sécher, vous pressez, vous polissez éventuellement un petit peu et c'est prêt. Donc il n'y a pas de cuisson. Mon père, il avait posé les mêmes dans la première maison qu'il nous avait construite là, après le tremblement de terre, qui était une maison qui était démolie partiellement. Il avait construit, puis il avait fait ça pour les escaliers, pour le salon du rez-de-chaussée. C'était la même technique. C'est quelque chose qui a complètement disparu en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Trop de main-d'œuvre. Je pense. Trop de main-d'œuvre. Alors, il n'y a pas de technologie, hein, c'est facile, hein, mais il faut quelqu'un de très soigneux parce qu'il ne faut pas se tromper d'endroit. Il faut mettre la bonne couleur au bon endroit. Avec la cuillère, c'est pas évident. C'est pas très compliqué, mais il faut beaucoup de patience. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, oublié complètement, et on passe à des carreaux de céramique qui sont cuits à très haute température. Alors, beaucoup de technologie et plus du tout de main-d'œuvre. Hein, mais ici, en Asie, c'est beaucoup de main-d'œuvre et peu de technologie. Et en Europe, c'est beaucoup de technologie et peu de main-d'œuvre. Voilà. Donc c'est le. Et donc, ces carreaux, alors le dessin de ces carreaux, c'est Viollet-le-Duc. Hein. C'est néo-gothique, complètement néo-gothique. Hein, c'est inspiré. Moi, j'avais un poster au-dessus de la salle à manger de Viollet-le-Duc. Voilà. Et Viollet-le-Duc s'est beaucoup servi de ces carreaux et de nouveaux matériaux qui étaient le ciment dans ses restaurations ou dans ses créations néo-gothiques. Hein. Et donc ça n'a rien à voir avec la culture d'ici. C'est une culture du Moyen-Âge européen. Donc c'est un peu surprenant. Mais ça a eu énormément de succès, surtout parce que c'est très résistant. Oui, ces carreaux, ils ont plus de 100 ans. Hein. C'est très résistant, et surtout, là aussi, elles les aiment beaucoup parce que quand vous marchez pieds nus, c'est frais et c'est très agréable. Donc, dans toutes les maisons riches de Luang-Prabang, vous allez trouver ces carrelages qui ont été installés au début du XXe siècle. Donc ça, c'est un peu une signature des familles les plus riches qui avaient les moyens de se payer ça. Alors, des décors de frises très, très classiques, et puis là, des tulipes, ou même, on trouve quelquefois des fleurs de lys qui sont complètement ignorées ici comme symbole. Hein. On va s'asseoir là, parce que moi, il faut que je repose un peu. Ouais, très belle. Il faut que je repose un peu mon. Très belle rénovation là. Un peu. Voilà, je vous laisse vous asseoir. Moi, il faut que je me pose. Ouais. Parce que ça tire un peu.
Oh, on n'est plus tout jeune, hein. Nous non plus. Bon, vous savez, Moi aussi, j'ai pris ma retraite. je réfléchis comment était mon père à mon âge. Ouais. Eh ben, je suis mieux que lui, hein. Bon, donc, voilà. Chaque génération gagne un peu. Ah. Est-ce que vous voulez boire quelque chose, ou de l'eau, ou un jus de Quelque fruits, chose de quelque frais, oui, en tout Vous cas. pouvez, vous Ouais. pouvez. Ouais. Ça luam ni, hein, ça deng, hein, ça, non, ça deng yen, hein, ok, les, สำหรับก้อยเป็นน้ำละละน้ำเปล่าสองอันซาแดงอันนึงน้ำเปล่า non ซาแดงสองทีสองแก้วน้ำเปล่าแม่นแล้ว ok. Bon, c'est un nouveau personnel, alors il connaît pas bien encore. Mais voilà, donc, alors, vous voyez, là, on les voit de près, hein, les décors, ce qu'on appelle les triglyphes. Hein. Ces 3 petits triangles, ça, c'est l'architecture de l'Antiquité grecque, hein, ça. Hein. Donc, ça a traversé les océans. Et ça, je sais, sur des bâtiments que j'avais transformés, il y avait les mêmes motifs. Hein. Au milieu de Genève, il y avait les mêmes motifs. Ça, on va dire, c'est néoclassique, art déco. Hein, donc, c'est des bâtiments du début du 19e. Voilà. Donc, c'est un bâtiment, donc un grand bâtiment. C'est une des plus grandes et des plus belles maisons de l'époque coloniale, qui a été donc récemment bien restaurée, mais qui est déjà quand même qui est plus de 100 ans maintenant. Hein. Voilà. Et donc on en trouve. Aussi, je pense que c'était une fontaine ou bien c'était... Là, ça c'est moderne, ça s'est rajouté ça, récemment. Rajouté après. Ah, oui, il y avait des idées de fontaine, et puis en fait, ils ont trouvé que la fontaine, ça débordait un peu, etc. Enfin, donc je pense que c'est pas tout à fait définitif. Vous voyez, ça vient juste d'ouvrir, hein, donc je pense qu'ils ont dû faire des essais, et puis abandonner l'idée. Voilà. Alors, c'est un hôtel. Il y a pas beaucoup de chambres. Hein. Il y a 10 chambres. Hein. 10 chambres. Seulement. 10 chambres, mais de belles chambres. Et c'est toujours le propriétaire. Il est toujours à Vientiane, dans la capitale. Et donc, mais ils ont bien restauré. Et puis, le choix final, ça a été de choisir un management suisse. Donc, le manager et sa femme sont suisses, hein, de Lausanne. Et le manager, Et le manager a fait ma ville d'études. Bah oui, le manager a fait aussi des études d'architecture. Donc voilà. Mon ami justement, Chantal Pagna, il est aussi, il vit à Lausanne. Voilà. Donc, un cop chai. Bon, voilà. Donc, votre santé. Santé. Il faut boire. Alors, ça, c'est un mélange de thé, et puis je pense qu'il y a de l'hibiscus aussi dedans. Exactement. Voilà. Ce que j'allais dire, le goût, c'était super bon. Voilà. Et donc, la famille est très fière parce qu'ils ont choisi donc, pour gestionnaire un management suisse. Et donc, ils sont très fiers de ça. Le management suisse pour les hôtels, c'est ce qu'on fait de mieux depuis très longtemps. Exactement. Voilà. Toujours, partout. Et je dois dire, en plus, vous voyez, moi, j'hésite pas à venir parce que ils sont, je ne sais pas où ils sont là, ils sont occupés, mais ils sont vraiment très gentils et ils me disent toujours, s'il y a quoi que ce soit, arrêtez-vous ici pour prendre votre souffle et pour, etc. Voilà, donc je suis très, 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 très content d'avoir ces gens qui sont devenus des amis. Voilà, évidemment, à l'arrière, c'était les parties pour les domestiques, les cuisines, l'entrepôt, parce qu'en fait, ce monsieur qui revenait de France, eh bien, il a passé une partie de sa vie à faire de l'import-export avec la France. Et donc, voilà, et puis il avait une très nombreuse famille. Lui-même était originaire d'une famille où il y avait eu 18 enfants. Il était le numéro 3, je crois, d'une famille de 18 enfants. Hein. Donc, madame, ses parents, le monsieur n'avait eu qu'une seule femme, hein, mais 18 enfants avec une seule femme. Donc, je pense qu'elle n'avait pas été très souvent pas enceinte. Hein. Je pense qu'elle avait passé toute sa vie à être enceinte, la pauvre femme. Mais bon, à cette époque, c'était normal. On avait des très grandes familles.
et on trouvait ça normal. Mais malheureusement, quand même, il y en a une bonne partie d'entre eux qui sont morts enfants, en bas âge. Parce que vu l'hygiène de l'époque et tout, voilà, c'était essentiellement pour 2 raisons, qui sont d'ailleurs toujours les 2 raisons de mortalité infantile. C'est la malaria, donc les moustiques, et puis deuxièmement, l'eau, la qualité de l'eau qui n'est pas propre. Et donc, vous avez, c'est la diarrhée du nourrisson. Et les nourrissons petits, vous pouvez mourir en 2-3 jours. Hein. C'est diarrhée et il se vide, il se déshydrate complètement et il meurt. Hein. Donc les enfants, il faut très très vite les réhydrater s'ils ont des diarrhées, ils sont tout petits. Après, plus grands, ça va, on peut survivre. La diarrhée ne vous tue pas, heureusement, mais c'est un problème, la déshydratation des enfants lorsqu'ils ont la diarrhée. Et l'eau pas propre, c'est une source de problèmes. Donc c'était ça la situation. Donc, parce que l'eau qu'ils utilisent ici, c'est de l'eau souterraine ou l'eau du Mékong? Ah non, heureusement, c'est pas l'eau du Mékong, parce que là, ça serait justement, parce que ça m'inquiétait un peu. L'eau comme ça, c'est de l'eau qui est purifiée, qui est en bouteille. Ce sont des entreprises, des usines de purification de l'eau. Alors, le principe le plus courant ici maintenant, c'est presque tout le monde fait la même chose, c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. C'est-à-dire c'est une membrane artificielle très particulière qui retient même les bactéries et les virus. Donc on fait passer l'eau à travers ça, éventuellement à travers 2 fois ou 3 fois la membrane, et c'est une eau qui est après totalement pure et buvable. Par contre, elle a plus beaucoup de goût, elle est plus très bonne. Enfin, voilà. C'est de l'eau elle a comme si elle avait bouilli. Hein. Autrefois, on faisait bouillir l'eau. Hein, exact. Et c'est pour ça aussi qu'on buvait de l'hibiscus ou des choses comme ça, parce que comme le résultat n'est pas très bon, l'eau bouillie, donc on rajoutait des plantes et des feuilles dedans pour lui donner du goût et de la couleur. Voilà. Donc ça, c'est donc le deuxième type de maison coloniale, aujourd'hui le plus courant à Luang-Prabang, parce que les autres, elles ont été à la fois, elles ont brûlé, elles ont été abandonnées, elles n'étaient plus à la mode. Donc on n'en voulait plus de ces maisons en bois. Et donc on voulait des maisons comme ça. Donc si vous vous promenez dans Luang-Prabang, la majorité des maisons que vous allez voir, c'est ce style-là ou des copies de ce style-là, avec quelquefois des différences, un peu de bois rajouté ou une cuisine séparée quelquefois à côté. Voilà. Donc là, vous avez déjà la typologie principale de l'habitat de Luang-Prabang. Alors après, évidemment, il y a toute l'architecture religieuse, on va la voir tout à l'heure. Là, il y a 33 monastères en ville. 33 qui correspondent à tous au quartier. Chaque quartier s'est construit autour de son monastère bouddhiste. Les gens, quand ils s'installent dans un nouveau quartier et qu'ils sont déjà assez nombreux, qu'ils sont déjà une douzaine ou une vingtaine de familles, eh bien, ils vont construire un monastère. Les monastères n'appartiennent pas aux moines et ils ne sont pas construits par les moines, ils sont construits par la communauté des gens. Voilà. Et ensuite, la première cérémonie est une cérémonie qui commence toujours par la même prière, qui est « Vénérable moine, venez habiter dans le monastère que nous avons construit pour vous ». Et l'entretien des monastères, ce n'est pas les moines, c'est les gens du quartier. Et qui nourrit les moines, ce sont aussi les gens du quartier. Ils n'ont pas de cuisine, ils ne font pas la nourriture, ils attendent que les gens leur apportent à manger. Si vous êtes une famille, par exemple, de 4 personnes, eh bien vous allez faire la cuisine pour 10 et les 6 parts supplémentaires, vous allez les porter au monastère. Et c'est comme ça que les moines vivent. Donc les structures religieuses sont très importantes ici. Les gens sont très attachés à leur monastère. C'est eux qui l'ont construit. Ils se rappellent que leur grand-père a fait tel élément de décoration, etc. Ils connaissent toujours quelqu'un. On n'est pas moine pour toute sa vie. Ici, on peut rentrer et sortir comme on veut. Hein. Oui, parce qu'on avait un guide moine qui nous avait raconté un peu comment ça se passait. Il n'y a pas d'obligation. Lui, il avait quitté aussi pour devenir guide touristique. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, ne sont pas des moines complètement ordonnés. Ce sont des jeunes qui sont des novices et qui vont simplement venir là parce que l'éducation est gratuite. Hein. Exact. Bon, donc on a trouvé ça dans d'autres religions aussi, hein, où c'est la structure religieuse qui apporte l'enseignement primaire et là c'est secondaire essentiellement. Et donc les familles pauvres de la campagne qui n'ont pas les moyens
de payer les livres, les études, l'uniforme, etc. Ouais, on a une partie de la famille, on a une petite branche côté Thaïlande. Oui. Et puis le frère de mon petit-fils Ismaïl, lui, il va dans une école justement tenue par les moines pour des questions de moyens. De nouveau, la famille n'est pas très riche. Donc, Oui. Donc il va là-bas. Et c'est une bonne éducation en plus. Donc c'est le programme de l'école publique plus un enseignement religieux. Mais par exemple, je disais ça à des visiteurs américains, on ne peut pas enseigner dans l'école des moines que la terre est plate. Pas possible, parce qu'il y a un contrôle de l'État sur qu'est-ce qu'on enseigne et qu'est-ce qu'on n'enseigne pas. Donc on ne peut pas enseigner des fantaisies dictées par la religion. On enseigne le même programme, les mathématiques, l'histoire, la géographie, la même chose pour tout le monde, plus évidemment les matières religieuses. Et les langues étrangères aussi. Et les langues étrangères, mais pas en moins. Hein, on n'enlève pas des choses. Donc voilà. Donc ces écoles sont très, très appréciées. Et quand on est diplômé de cette école, et bien qu'on vienne d'une famille pauvre, et bien souvent on regarde autour. Et autrefois on rentrait dans sa famille, on devenait paysan pauvre comme son père et son grand frère. Mais aujourd'hui on regarde autour et s'il y a un hôtel qui s'ouvre. Bonjour Guillaume, nous avons des amis suisses. Pas Bonjour. encore, pas encore, voilà. Bonjour. Ah ben là, non, c'est des nouveaux. Hein. Voilà. C'est Lausanne aussi. Lausanne, Genève. Plutôt Genève. Plutôt Genève. Ah, bah alors là. Mon ami laotien, il est de Lausanne. Ah, ici, on est plus Lausanne. Mais j'ai fait mes études à Lausanne, et puis. Chénol. Chénol. Oui, mais d'origine, nous ne sommes pas suisses. Par contre, j'ai vécu toute ma vie en Suisse. Voilà, et Guillaume est le manager donc, de cet hôtel. Voilà. Très bien. Moi, j'ai aussi fait des hôtels construction. J'ai fait les travaux de rénovation de l'hôtel Beau Rivage à Genève. Tous les agrandissements, les nouvelles chambres et tout ça, j'étais responsable de ces travaux-là. Architecte. Ouais, je suis architecte. Ouais. D'où l'intérêt de la construction, de Pravang et tout. Voilà, on a les spécialistes avec nous. On a eu un premier visiteur qui vous a donné mon nom. Voilà. Exact. Voilà. Mais mon ami thaïlandais, vous connaissez. Ah ben alors voilà. Ah non, pas thaïlandais, laotien. Voilà. La famille Chantapania de... C'est ça, la réputation, c'est terrible, on ne maîtrise plus rien maintenant. Donc la famille Chantapania qui sont à Vientiane. Voilà, donc j'ai fait avec lui mes études à Lausanne d'architecture. À l'époque, oui. Et c'est mon meilleur ami. donc d'où son intérêt aussi de venir voir la ville, lui faire une petite vidéo pour que je puisse lui montrer. Et voilà, il a commandé une vidéo dans laquelle on me verrait et où on raconterait des choses. Donc je me suis laissé faire. On se les emportait. Merci. Merci. Voilà, donc les monastères bouddhistes, alors il y en a 33 parce que ça correspond chacun à un quartier. D'ailleurs, généralement, le quartier porte le nom du monastère. Hein. Donc celui-là s'appelle Sieng Moine, ce qui est un joli nom puisque ce nom veut dire le monastère du son mélodieux. Alors le son mélodieux, c'est parce que au moment de la construction, aujourd'hui ça a dû changer, mais le son du tambour qui annonce les cérémonies était particulièrement agréable à entendre. Donc le surnom de ce monastère, c'est le surnom du son mélodieux, le monastère du son mélodieux. Voilà. Donc il y en a 33, donc ils sont tous anciens, ils ont tous leur intérêt. Et donc voilà, n'hésitez pas quand vous en voyez un de rentrer. Les monastères ne sont pas des endroits complètement enfermés. Les gens ont l'habitude de venir voir les moines, de leur parler. Ce sont les conseillers des familles. Que souvent, quand les gens ont des difficultés, des problèmes, eh bien, ils vont les voir. C'est mieux et moins cher que le psychanalyste. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc ce sont des lieux qui sont en contact avec la population et qui sont aujourd'hui très importants. Donc beaucoup de jeunes y ont fait des études. Alors les écoles ne sont pas dans le monastère lui-même, c'est une école qui regroupe tous les élèves qui vont se retrouver dans un... Au début c'était en ville, mais avec le développement du tourisme, les supérieurs des monastères ont trouvé qu'ils étaient trop dérangés
Et donc, on a mis les écoles en dehors, un endroit où les touristes ne vont pas. Et donc, ils sont plus tranquilles. Et ils rentrent le soir dans l'un de leurs 33 monastères. Évidemment, avec le développement du tourisme, il y a des changements parce que, vous voyez, un endroit comme ça, eh bien, c'est un investisseur qui n'est pas d'ici, donc il ne s'intéresse pas particulièrement à la vie du monastère. Le personnel qui vient travailler ici rentre chez eux le soir et leur quartier d'appartenance, c'est le quartier où ils habitent. Donc ici, ce n'est pas leur quartier. Donc le risque, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui vont soutenir la vie de ces monastères, donner de l'argent pour entretenir les écoles, etc. Donc là, c'est une inquiétude. Alors, on n'en est pas arrivé à ça, mais il faut y penser parce que si il n'y a pas de soutien de l'industrie touristique envers les monastères, eh ben, leur rôle éducatif et leur vie risque d'être menacée à terme. Donc ça fait partie des nouvelles questions. Parce qu'il n'y a pas d'aide du gouvernement. Aucune aide. Alors, le gouvernement est un gouvernement communiste, donc pour eux la religion c'est jamais. Voilà, c'est juste, parce qu'on oublie. Non, au début même on a combattu la religion, on a fermé les monastères, on a renvoyé les moines chez eux. Bon, ça s'est beaucoup adouci aujourd'hui, mais quand même. Mais bon, et les autorités reconnaissent aujourd'hui quand même. Moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un dirigeant qui, au cours d'une cérémonie auquel il assistait, disait bon, il faut respecter ces gens parce qu'en fait ils font notre travail. Ouais. Ce qui est vrai. Sinon, c'était eux qui devaient s'en occuper. Voilà. Ce qui veut dire, ce qui dit que s'il y avait des écoles partout dans le pays et surtout des professeurs dans les écoles, parce qu'il y a bien des endroits où il y a des écoles, mais il n'y a pas le professeur dedans, il n'y a pas l'instituteur. Donc, s'il y avait partout des bourses pour les élèves et puis des écoles de bonne qualité partout, bien, il y en aurait beaucoup moins qui iraient suivre l'enseignement dans les monastères. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, les institutions religieuses remplacent la carence de l'État. Donc c'est important aujourd'hui. Un jour, peut-être à terme, ça n'existera plus, mais parce qu'il y aura des écoles gratuites et des bourses d'études pour tout le monde, mais ce n'est pas encore le cas. Donc ils sont très importants et ils ont tous en termes d'architecture et de patrimoine, ils ont tous leur intérêt. Celui-là qui est en face, le sanctuaire principal date de 1860, donc c'est un assez joli sanctuaire. Il y a d'autres bâtiments qui ont été ajoutés après, dont certains, on verra, c'est écrit dessus 1926. Et puis aujourd'hui encore, eh bien, on entretient, on restaure les bâtiments. Donc c'est aussi une responsabilité en moins pour le gouvernement qui n'a pas à entretenir ces bâtiments publics qui ne lui appartiennent pas, mais qui appartiennent à la communauté des gens. Et les gens, dans l'ensemble on trouve encore assez de générosité pour entretenir ces monastères. Bon, voilà, donc, mais à terme, il y a une question qui se pose. Dans tous les pays bouddhistes, il y a une telle générosité de dons. C'est considéré en plus le don comme la vertu principale du bouddhisme, où on apprend aux enfants que donner, c'est plus important que recevoir. Voilà. Ce qu'on a tendance à oublier, nous, dans l'Occident. Voilà. Donc, donc ils ont un intérêt. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'évidemment, comme les gens y sont attachés, ils l'entretiennent plus facilement. Alors, le problème, c'est qu'il faut limiter l'excès d'entretien, puisqu'aujourd'hui, ces bâtiments sont des bâtiments religieux vivants, qui continuent à être habités par des moines et dans lesquels sont organisées les cérémonies. Mais de temps en temps, les gens disent « Ah bah tiens, on va agrandir le sanctuaire parce qu'il y a plus de monde dans le quartier lors des grandes fêtes, c'est pas assez grand, on va construire une aile supplémentaire. » Alors là, c'est non, pas possible, parce qu'on a arrêté l'état de la ville à 1995, date de la nomination au patrimoine mondial. Donc, il faut trouver d'autres solutions, en particulier des solutions temporaires. Les jours où vous avez des grandes fêtes, vous allez construire des tentes et des extensions qui seront rangées après. Bon, mais ce n'est pas toujours bien accepté par les gens. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Et comme ici, la ville ne vit que du tourisme, les gens ont bien compris, après 30 ans, qu'il valait mieux respecter les règles et garder l'activité touristique qui fait vivre tout le monde ici. Et les gens ont bien compris pendant la crise du Covid que sans le tourisme, eh bien, on n'avait plus de travail et on n'avait plus de revenus et que donc c'était très grave pour tout le monde. Donc on est plutôt, on se dit, bah oui,
le tourisme et la protection du patrimoine par l'UNESCO, c'est important. Parce que ça nous apporte, nous, le bien-être et la richesse économique. Donc, voilà, donc c'est plutôt là. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui ont eu d'autres opinions, qui disent ah ben non, il faudrait mieux faire des affaires avec les Chinois, construisent des tours avec des salons de massage et des casinos, ça serait certainement plus rentable. On a bu au bord de la rivière. Pour quelques-uns, les tours. Voilà, pour quelques-uns. La question, c'est que dans un système comme ça, qui en profiterait? Certainement les plus malins, quelques-uns qui se mettraient d'accord avec les Chinois pour se mettre, pour investir dans des tours, mais tout le reste perdrait ses revenus. Hein. Donc voilà. Donc c'est aujourd'hui simplement une image un peu repoussoir, mais il faut l'avoir en tête parce que ça pourrait convaincre certaines personnes. Je constate que les Chinois sont en train de faire leur emprise sur le Vietnam, sur le Cambodge, sur le Laos, et sur toute l'Afrique. Birmanie, sur le Myanmar. Oui, les Thaïlandais résistent, les résistent, mais... Oui, mais bon, voilà, c'est difficile de résister quand vous êtes une fourmi, difficile de résister à un éléphant. Hein, bon. Oui. Donc oui, les Chinois sont très présents et ils ont l'envie effectivement de développer leur commerce. Donc ils ont construit ici un train qui relie le sud chinois, Yunnan, depuis le Yunnan, Kunming jusqu'à Vientiane, la capitale du Laos. Donc c'est d'abord un train bien sûr fait pour exporter les marchandises chinoises, mais évidemment ça sert aussi au transport de voyageurs et ça sert à désenclaver le pays. Hein. Donc ils aimeraient bien le descendre jusqu'à Bangkok, mais alors le train est prévu ensuite pour descendre à travers la Thaïlande et aller jusqu'à Singapour. Hein. Mais ça prendra un peu plus de temps. Mais c'est fait pour permettre d'exporter les marchandises chinoises dans toute l'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, les Chinois ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité. Hein. Ils font du commerce. Hein. Faut pas non plus... Ils ont toujours été des grands commerçants. Voilà. Ils ne sont pas des guerriers non plus. Donc, voilà. Ici, on est quand même très inquiet sur ce qui va se passer concernant Taïwan, hein, avec le nouveau système des alliances avec les États-Unis, mais peut-être les gens disent, mais vous savez, non, ils vont trouver un moyen d'absorber Taïwan sans faire la guerre. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas deviner l'avenir, mais c'est sûr que c'est un moment d'inquiétude ici en Asie pour l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer si il y a une attaque de Taïwan par la Chine, un abandon des États-Unis pour la protection de ses alliés sur traditionnels. Sur le bateau, il y avait un couple de Taïwan, et puis nous on a pu passer nos visas sans problème, eux ils ont dû passer par un guichet séparé, traitement particulier pour eux. Ben oui, voilà, donc ben oui, parce que Taïwan n'est pas reconnu par la Chine, et ici les relations diplomatiques sont avec la Chine. Exact. Donc eux, ils ont un système un peu compliqué. Voilà, et c'est ça la situation aujourd'hui. Donc voilà, on a ici donc un ensemble de monastères qui sont tous très intéressants, et puis un ensemble d'architecture civile, un ensemble de maisons qui sont soit très anciennes en bois, soit un peu plus récentes de l'époque coloniale en briques. Et il n'y a pas de pierre ici. Hein. Enfin, il y a de la pierre partout, hein, si on en veut, on en trouve, mais elle n'a jamais été utilisée. Il y en a plein le Mekong. On a considéré que l'architecture en briques, était suffisante et que c'était déjà bien d'avoir formé des gens à mettre des rangées de briques et que leur apprendre à tailler la pierre, ça aurait été un peu trop compliqué. Donc il n'y a pas ça. Donc c'est une grosse différence par exemple avec les bâtiments anciens, les monuments anciens du Cambodge, hein, qui sont pour la plupart en pierre, en grès. Hein. Ici, il n'y en a quasiment pas. Et ce qui existe, en fait, c'est des bâtiments qui sont d'influence khmer à une époque où l'Empire khmer arrivait jusqu'ici. Hein. Donc l'Empire khmer a été à une époque extrêmement étendue. Aujourd'hui, le Cambodge est un tout petit morceau de ce qui a été un très grand empire autrefois. Et donc, il n'y a pas de grès, il n'y a pas de pierre ici, sauf quelques éléments très, très, très peu courants et très rares, et qui sont presque tous liés à une présence khmer très, très ancienne. Voilà, on va continuer un petit peu. Ouais. Voilà, moi je vais finir mon verre. Demandez-lui si vous devez quelque chose. S'il vous plaît.
On peut payer juste la consommation? Eh bien, il y a deux thés rouges là, deux mixtures locales. Complimentary, Francis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme tu as. Voilà. Donc, voilà, je crois que c'est la boisson de bienvenue de la maison. Ouais. D'accord. Merci. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, on va repartir. Si vous voulez prendre une carte de la maison, il y en a là. Je vais en chercher une. Oui, volontiers. Au moins pour vous rappeler ce que vous avez vu. Exactement. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bon. Fania. Fania. Alors Pagna, c'est un titre princier. En fait, c'est le nom du créateur, du constructeur de la maison, qui s'appelait Pagna Mongkong. En tout cas, Pagna est un titre aristocratique donné par le roi. Alors c'est un titre qui n'était pas transmissible. Mais lorsque vous aviez une charge, vous étiez conseiller du roi, eh bien, on vous donnait un titre qui est un titre, je ne sais pas, comme maître ou monseigneur ou quelque chose comme ça. Mais vous ne pouvez pas transmettre ça à vos enfants. Ok. Alors, vous voyez, ce que je vous ai dit n'est pas tout à fait juste parce que ça, c'est un cadeau cette année des propriétaires de la maison. Ils ont fait une grande réunion de famille avec les cousins qui sont aux États-Unis, les cousins qui sont en France et ceux qui sont à Vientiane. Et ils ont ramassé de l'argent et ils ont décidé d'offrir au monastère un petit coin de jardin plus joli. Alors c'est pas fini, vous voyez, mais ils ont commencé. Il y aura un bassin avec des poissons, il paraît, voilà. Et puis ici on va planter un tas de choses. J'espère que je pense que ça sera très très joli. Et donc ça veut dire que cette famille-là, qui est une vieille famille du quartier, ils ont quand même gardé le souci de leurs racines. Voilà. Alors donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas forcément le cas partout. Alors, donc ces monastères, vous les connaissez, hein, ces monastères bouddhistes, hein, c'est une enceinte en fait, hein, ce n'est pas un bâtiment comme une église, une synagogue ou une mosquée, c'est un ensemble avec un monastère, donc avec les habitations des moines, ça c'est les habitations des moines, ça c'est le tambour qui annonce les cérémonies, ça ce sont les bâtiments funéraires et il y a des petites chapelles aussi. Donc voilà, il y a toutes sortes de bâtiments et tout ça c'est enfermé dans une enceinte avec des crénelés, avec des créneaux qui représentent des pétales de lotus symboliques, stylisés. Des stupas, donc c'est... Voilà. Alors les stupas, c'est ces bâtiments en forme de pyramide, pointus, qui sont des monuments. Alors la traduction la plus correcte, ce serait reliquaire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui contient des reliques. Alors ces reliques, ça peut être soit quelque chose... Ah, mate hong yen bo, yen di bo, salade bo, nyak bo. Bon, ok. Muna, si hien didi, hein? Je plaisante parce que j'ai demandé, ils rentrent de l'école là. Hein. Ils ont eu de la chance aussi parce que vous voyez ce petit minivan, c'est un don des gens du quartier pour transporter les petits à l'école. Hein. Donc voilà, c'est pas le cas de tous les monastères. Tout le monde n'a pas les moyens. La plupart, vous en voyez beaucoup dans les rues, ils vont à l'école ou ils rentrent de l'école. Hein. Ils vont à pied. Ceux-là, ils ont de la chance. Hein. Mais voilà, donc c'est un reliquaire. Donc ça contient, alors les plus importants, les plus gros, les énormes, ça contient une relique du Bouddha. Mais ça peut contenir un texte sacré, ça peut contenir. Et puis dans ces cas-là, ceux-là, c'est les
les cendres des gens qui ont été brûlés après leur D'accord, mais crémation. c'est financé par des familles et Oui. c'est leur cendres Oui. qu'ils mettent dedans? Eh ben, C'est comme ça fonctionne la comme ça? plupart oui, c'est ça. La plupart du D'accord, temps, ouais, la plupart du temps, il y a une urne, donc un Voilà. pot dans lequel il y a les cendres, soit Exact, ça, d'une j'ai vu. personne, le plus souvent d'une seule personne, Mhm. soit de plusieurs membres de la famille, Mhm. mais la plupart du temps, c'est une seule personne. Alors, évidemment, plus c'est grand, plus la personne est importante. Mhm. Donc là, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'inscription dessus. Il n'y en a Exact. jamais eu. C'est la mémoire qui le Certaines, dit. ils ont des photos de la famille. Récents, comme ça. les récents. Les plus Les vieux, récents. ceux-là qui sont Ok. très anciens, il n'y a pas D'accord. d'informations, Mhm. sont probablement les supérieurs des monastères À l'époque, qui sont mis décédés là, ici. Ouais. et puis les membres des grandes familles du quartier, les bienfaiteurs du monastère qui ont donné, qui ont restauré un jour, qui ont donné beaucoup d'argent, donc on leur élève un monument plus important que les autres. Sinon, les petits, c'est les gens plus courants. Mais aujourd'hui, c'est une autre tradition qui est en train de s'installer, qui est d'abandonner les cendres des défunts dans le Mékong. Hein. Oui. Voilà, Ah, j'ai c'est entendu. une nouvelle chose Ouais. qui probablement est une tradition très ancienne, mais qui avait été un peu abandonnée, probablement sous l'influence, j'allais dire, Hindoue. des Européens. Ah non, la crémation, oui, c'est une influence hindoue, sans aucun doute, mais à l'époque coloniale, Ils mettent aussi leur sang dans le Gange. Oui. Donc c'est- mais est-ce ça que avait été un oublié, lien? Ouais. et on faisait ces bâtiments-là, ces petits, ces Mhm. stupas, et peut-être aussi sous l'influence de l'époque coloniale, où, voilà, encore aujourd'hui, c'est un peu contrôlé. Hein. Vous pouvez pas mettre les cendres n'importe où, hein, en principe. En tout cas, en France, c'est assez contrôlé. Alors, Ouais, ça ne veut pas dire que les gens ouais. respectent toujours, hein, Mhm. mais en tout cas, vous ne pouvez pas aller transporter les cendres n'importe où et les jeter n'importe où, les Mhm. enterrer n'importe où. Ah Hein. oui. C'est contrôlé. Hein. Bon, ici, c'est un peu plus souple. Hein. Mais donc voilà, donc ça, il y a ces reliquaires, et puis les chapelles. Alors les chapelles, ce sont des offrandes des gens riches du quartier. En gros, elles contiennent une statue du Bouddha au fond, et on fait une cérémonie par an en mémoire du donateur ou quelque chose comme ça. Mais c'est très peu utilisé. C'est un objet voilà, qui montre la dévotion des gens riches du quartier. Hein. D'accord. Alors là, donc ce sanctuaire-là, il date des années 1860, hein. Je ne sais plus si c'est 1861 ou 62, enfin bon, peu importe. Et donc c'est une structure en briques, là encore, hein, mais probablement que les premiers poteaux étaient en bois. Hein, vous voyez, ils ont gardé la forme de colonnes en bois. Là, ils ont été... ce monastère, il a dû en partie être atteint par le feu, par l'incendie, mais il a été bien restauré. Donc il y a des parties, tous les décors sont en bois. Vous voyez les aisseliers, donc les supports de toiture, là, sur les côtés, c'est du bois sculpté. Et puis, alors, le décor principal, c'est intéressant parce que, d'abord, le fond, c'est du bois, c'est des planches de bois, sur lequel est cloué un décor qui est un décor d'éléments cuits en terre cuite. Si vous regardez bien, regardez, il y a un nombre d'éléments très réduit. Hein. Vous retrouvez toujours les mêmes. Hein. Ouais, Ils se exact. reproduisent, ils sont orientés un peu différemment. Mhm. Et si vous regardez dans les triangles des côtés, c'est encore plus net. Hein. Vous voyez qu'il y a 3 ou 4 motifs. Et ils sont donc en terre cuite avec un trou au milieu. Ils sont cloués. Et Ok. ensuite, ils sont dorés, donc on ne voit Dorés. plus le clou, on ne voit plus l'ouverture. Et puis, dans les interstices, on met du verre, des verres de couleur, donc une mosaïque de verre. C'est un style qui plaît beaucoup ici. Alors, avec des couleurs, la couleur qui est la plus appréciée ici, c'est la couleur, vous voyez, un peu bleu-vert, un peu turquoise. Un peu, ouais. Cette couleur turquoise est très appréciée ici. On la retrouve dans presque tous les monuments. Vous voyez les carrelages, c'est le même type de Exactement, carrelage que là, là-bas. avec un motif plus simple. Hein. Voilà, donc vous Très allez belle porte. donc alors porte sculptée. Alors il y a eu des restaurations qui sont un petit peu voilà, il y a un problème avec les mosaïques de verre. Les mosaïques de verre, c'était du verre au plomb autrefois, D'accord. avec des teintes assez subtiles. Vous voyez, c'est turquoise, c'est vert un petit peu, comment dire, éteint. Voilà, c'est pas des couleurs très brillantes et très flashy. Par contre, quand on a restauré le tour de la porte, eh bien, on n'a pas trouvé, parce que ce verre au plomb, il n'est plus fabriqué parce qu'il est dangereux. Le verre au plomb, Ouais. c'est mauvais pour la santé. Donc on n'en fabrique plus. Enfin, on en fabrique encore en Inde et en Birmanie. Mais le plus facile, c'est de faire venir du verre moderne coloré comme il y en a ici.
Et eh bien, il y a une dame du quartier un jour qui m'a dit, moi, j'aime pas ça parce que ça me fait mal aux dents. Alors je lui ai dit, mais ça vous fait mal aux dents, expliquez-moi ça. Oui, 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 c'est comme vous savez un fruit qui n'est pas mûr, c'est acide, ça fait mal aux dents, c'est trop acide ça, c'est trop brillant, c'est trop vert. Hein. Moi, j'aime cette couleur-là, hein, mais ça, j'aime pas ça. Voilà. Donc, voilà, bon, c'est vrai que c'est un petit peu trop brillant, un petit peu trop, les couleurs, c'est un peu trop cru, hein. Moi, je dirais, c'est ça. Hein. Mais voilà, c'est la solution la plus facile parce que ce vert-là, on le trouve facilement en Thaïlande. Et si on voulait avoir ces couleurs plus subtiles, il faudra aller jusqu'en Inde et en Birmanie, ce qui est un peu moins facile. Alors après, vous avez au fond des peintures polychromes que certaines personnes appellent un peu méchamment style Bollywood, hein, parce que c'est un style très polychrome et un peu trop coloré à leur goût. Ce sont des peintures récentes, hein. Elles ont été faites il y a à peu près une vingtaine d'années. C'était le goût de l'époque, ces peintures de chromo, un peu style chromo indien. Donc on les appréciait pas beaucoup, on les appréciait à cette époque. Et aujourd'hui, elles sont plus appréciées. Alors les gens du quartier, ils vont probablement les remplacer par des décors au pochoir. Donc avec des figures sur fond blanc ou sur fond rouge ou sur fond noir qui sont découpées dans du papier, dans du carton et donc qui raconteront probablement les mêmes histoires. Ça, vous voyez, il y a des numéros. Hein. Voilà, M. Engelmann, justement, c'est ça qui m'intriguait, je voulais vous demander. C'est la vie du Bouddha, hein. C'est la vie du Bouddha, c'est les différents épisodes. 43, okay. Le Bouddha est en train de méditer et il est dérangé, distrait par un démon qui essaye de lui faire arrêter sa méditation. Le démon, d'ailleurs, il va après coup, il va être noyé dans l'eau que la déesse de la mer, la déesse de la terre va répandre pour noyer ces mauvais démons qui l'empêchent de méditer confortablement. 42, vous voyez, 42 de l'autre côté de la porte, c'est la première grande ordination d'un très grand nombre de jeunes moines par le Bouddha. Et puis, bon, alors moi je ne connais pas tous les épisodes, mais enfin on en reconnaît un certain nombre. Voilà, donc c'est la vie du Bouddha. Et puis vous voyez en bas, en dessous de 42, mais voilà, 45, 46, c'est la fin de la vie du Bouddha. Vous voyez 45, il est en train de mourir. On parle toujours du Bouddha couché. Le Bouddha couché en fait. Il n'est pas couché, il est mourant. Hein. Il est mourant, oui, parce qu'on dit toujours le Bouddha couché. Il est couché mourant. Hein, bon, voilà. Et moi, voyez d'ailleurs qu'il se reposait en fait. Vous voyez d'ailleurs que les moines autour, qui l'entourent, sont en train de pleurer. Oui. Hein, ils pleurent sa mort. Et puis à droite, eh bien, c'est le cercueil qui va être brûlé. Donc voilà. Et puis voilà, donc c'est tout ça, c'est des épisodes de la vie du Bouddha. Magnifique. Au-dessus des portes, c'est de très jolis éléments, très anciens, qui sont stuqués en stuc. Donc le stuc aujourd'hui, malheureusement, on ne sait plus le faire. C'est un mélange de cendres, de résine, c'est un peu comme la pâte à modeler. Hein, alors, il y a encore des artistes qui savent utiliser en Thaïlande. Donc, on essaye en ce moment d'établir des liens avec les moines de la province thaïlandaise qui est juste à côté ici, qui est la province de Nan, dans lequel il y en a encore des moines qui savent faire le stuc. Vous voyez, le décor de la porte, le décor doré de la porte, hein, c'est du stuc aussi. Hein. Bien sûr, sauf les morceaux de verre, hein, mais donc c'est fait, c'est très fin parce que ce stuc, on peut en faire des choses très très fines et avec les doigts. Hein, on peut le former avec les doigts. C'est pas moulé ça, hein, c'est fait avec les doigts, avec des petits instruments, des petits couteaux, des choses comme ça. Et donc c'est un décor qui est très fin. Alors celui-là, il est ancien. Mais vous voyez ce qu'il y a autour de la porte, là, c'est ça qui fait mal aux dents de la dame. Hein. Je comprends les couleurs, là, donc, voilà.
Et puis les deux personnages qu'on voit sur la porte, hein, traditionnellement c'est les personnages des gardiens de porte. Donc alors on prend en général quelque chose qui est supposé chasser les mauvais esprits, qui fait peur, soit un guerrier avec un trident dans ce cas-là, soit quelque chose qui fait peur, c'est-à-dire qui est gros, moche et terrible, qui est les Européens. Hein. Voilà, hein, voilà. Alors dans certains monastères, vous avez des représentations d'Européens du 18e, 19e siècle qui sont supposés faire peur et repousser les mauvais esprits. Voilà. Donc voilà, tout le monde rentre, c'est l'heure auquel on rentre de l'école et on rentre des cérémonies éventuellement à l'extérieur du monastère. Les moines le matin, donc je ne sais pas quel jour c'est, quelle rue c'est ici. Alors, tous les matins, il y a effectivement la quête l'aumône des moines qui a lieu entre 6h et 7h du matin. C'est dans toute la ville et c'est tous les moines de la ville qui font ça et tous les jours. Mais ce n'est pas dans toutes les rues de la ville. Par contre, c'est tous les monastères de la ville qui font ça. Ça a lieu dans le matin de bonne heure. Alors, c'est une cérémonie qui est une cérémonie plutôt symbolique, c'est-à-dire que dans laquelle les gens ne donnent pas forcément beaucoup, mais ils donnent symboliquement un peu de quelques grains de riz pour montrer leur soutien et leur appartenance à la communauté bouddhiste. Et puis le vrai moment où ils vont soutenir la communauté, c'est en lui apportant à manger entre 11h et midi. C'est le seul et important repas de la journée des moines. Après midi, après 12h, jusqu'au lendemain matin, ils ne mangent rien. Ils ne peuvent que boire, mais ils ne peuvent pas manger. Cette règle est une règle bouddhiste très ancienne, qui est une règle qui est, comme les autres obligations bouddhistes, destinée à apprendre à maîtriser ses besoins naturels. Donc on maîtrise le sentiment de la faim, on maîtrise la chasteté, on maîtrise la possession en ne possédant rien. Donc tout ça, ce sont des règles qui ont pour but de vous détacher de vos besoins, du désir de possession, désir de tout ce qu'il y a, de tout ce qui rend l'être humain dépendant de ses désirs, de ses besoins. Donc c'est une discipline de détachement. Et de détachement complet puisque ça va très loin, puisque les gens dépendent de la nourriture que les gens leur donnent, et si les gens ne leur donnent pas à manger, ils ne mangent pas. Ils mangent pas. Hein. Donc si ça se prolonge un peu, la règle dit au moins il faut déménager, il faut aller trouver un autre endroit où d'autres gens vont vous nourrir. Voilà, ils sont plus accueillants. Voilà. Mais vous dépendez des communautés qui vous nourrissent. Voilà, alors vous voyez, ces deux petits-là qui rentrent de l'école principale, ils vont probablement aller à une école d'anglais. Parce ils viennent ici, ils savent que maîtriser l'anglais, c'est la clé important pour être embauché après. Hein, dans l'hôtel, s'ils vont chercher un emploi dans l'hôtel après, on va leur dire, est-ce que vous parlez bien anglais, hein. Donc, très important. Voilà. Donc, en général, ils sont novices pendant une courte période, depuis à peu près l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, on leur dit maintenant, il faut choisir. Soit vous devenez moine et on va pour la vie. Non, jamais pour la vie. Jamais pour la vie. On peut toujours sortir, sans explication. Vous dites simplement, la seule explication, c'est l'état de moine ne me rend plus heureux, ne me convient plus. Et donc, vous partez. Ce qui évite beaucoup de problèmes. Donc, pendant que vous êtes jeune et étudiant, en général, vous voulez finir vos études, donc vous restez jusqu'à 18 ans. Mais à 18 ans, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous voulez continuer à être moine? Bon, alors vous ferez le temps que vous voudrez, toute votre vie peut-être, mais vous n'êtes pas obligé de le décider maintenant. Donc voilà. À ce moment-là, on va avoir une nouvelle cérémonie d'ordination. Et puis, soit vous dites, non, ça va, j'ai reçu mon diplôme, j'ai fait mes études secondaires, je vais chercher du travail, je vais me marier, etc. Voilà, rentrer dans la vie civile. Et donc, bien souvent, vous voyez, c'est pas la peine. Là, ils vont en face, ils disent, tiens, on vient d'ouvrir un hôtel là. Et ils ont certainement besoin de personnel. Donc, alors, d'où tu sors? J'arrive de la campagne, près de la frontière chinoise. Oh là là, quels étaient tes parents? Ils étaient agriculteurs. Oh bon, c'est pas très bien ça. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait alors? Moi, je suis allé à l'école des moines. Ah, ça, c'est très bien ça. L'école des moines, c'est très bien. Et puis, en plus, on t'a appris la moralité. Donc, tu es quelqu'un de fiable et de honnête. Bon, probablement. Donc, on t'embauche.
Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est aussi pour ces jeunes, pour leurs parents, mais pour eux aussi, ils savent que venir ici, eh bien, c'est aussi une chance de quitter la pauvreté et le métier le plus pauvre, le plus misérable de ce pays, où il n'y a pas d'industrie. Donc, les plus pauvres et les plus méprisés ici, ce n'est pas les ouvriers des usines, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'usine. Donc, bon, les pauvres, ceux qui sont méprisés ici, c'est les paysans. Et d'ailleurs, malheureusement, dans beaucoup de pays. Se faire traiter de paysan ici, ce n'est pas un compliment. Hein. Donc, voilà. Donc ces enfants sont Il n'y a qu'en contents. Suisse finalement qu'être paysan, ils sont riches les paysans suisses. Donc, bon, mais dans tous les pays développés, vous voyez, il y a la catégorie la plus basse, c'est le prolétariat industriel. Hein. Donc ce qui n'est plus le cas ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'il n'y a pas encore d'industrie créée. Je ne sais pas s'il y en aura un jour, hein, mais il y a à peine quelques fabriques de vêtements à Vientiane et c'est tout. Hein. Il n'y a pas d'industrie. Ici à Lombrand, il n'y a rien. Pourtant, les Chinoises qui cherchent la main de bon marché, ça devrait les intéresser. Ils cherchent d'abord à vendre ce qu'ils ont produit chez eux avant d'embaucher. Hein, voilà. Donc voilà, ces jeunes paysans, ils sont contents de venir apprendre et ils sont contents de rester jusqu'à 18 ans et puis ils savent ensuite qu'ils trouveront probablement facilement du travail. Le tourisme s'est constamment développé, sauf la période de Covid, le tourisme s'est constamment développé ici. Tous les ans, il y a un peu plus de visiteurs qu'avant et un peu plus d'hôtels qu'avant et de restaurants et de boutiques. Donc ça veut dire que partout, tout le temps, vous avez toujours donc il y aura des boulots pour nous. Voilà, toujours des chances, toujours une chance de trouver un emploi en ville. Donc voilà, c'est non seulement vous allez faire des études et vous allez sortir de la pauvreté de votre famille. Donc c'est une chance pour ceux qui viennent là. Alors tout le monde ne peut pas. Hein. Et puis quelquefois, vous arrivez ici avec vos parents, avec à la fois un oncle ou le chef de votre village, le maire, qui dit je connais le supérieur du monastère, je vais vous introduire ici pour qu'on puisse vous accepter. Est-ce qu'il faut une lettre d'introduction pour être introduit? Pas une lettre parce qu'on écrit très peu ici, mais en tout cas une recommandation. Une recommandation, oui, donc ça marche sur recommandation. Mais quelquefois, ils ne prennent pas n'importe qui. Ils ne prennent pas n'importe qui, chaque monastère a ses règles, mais bien souvent, vous avez maintenant des monastères qui vous disent non, moi je le prendrais volontiers, votre fils, mais je suis désolé, il n'y a plus assez à manger, les gens ne donnent pas assez à manger, donc s'il vient ici et que moi, supérieur du monastère, j'ai la responsabilité que je ne peux pas lui donner à manger, eh bien non, c'est pas possible. Donc c'est un problème ça aussi, vous voyez. Alors il y a des moines qui sont très très accueillants. Il y en a un en particulier un peu en dehors de la ville, qui est le supérieur général de tous les moines de cette région, qui a accepté jusqu'à 400 novices. Hein. Et tous les orphelins, il prenait tout le monde. Je ne sais pas comment il mange, hein, mais régulièrement, il vient en ville expliquer à tout le monde, voilà, j'ai besoin d'argent parce que j'ai 400 orphelins, il faut que vous soyez généreux, il faut que je les nourrisse, etc. Mais moi, j'y suis allé plusieurs fois. Quand je vois la soupe qu'on leur sert à manger, c'est pas terrible. Hein. Je suppose qu'il y a des jours où on n'a pas beaucoup à manger. Hein. Mais aujourd'hui, ça a diminué après le Covid. Il n'y en a plus 400, mais il y en a 250. Mais quand même, ça fait un gros chiffre. Heureusement, il a créé, bien sûr, il y a une école. C'est un petit peu en dehors de la ville, à 10 km de la ville. C'est le supérieur général, il s'appelle Satonyai Onkeo. Et le gouvernement a accepté d'envoyer des professeurs en disant vous avez créé une école pour vos jeunes novices, je vais quand même vous donner des professeurs pour enseigner. Parce que 250 jeunes, ça vaut quand même le coup. Et puis, c'est quand même la responsabilité de l'État d'instruire tout le monde. Hein, voilà. Exact. Donc, on va regarder ce monument ici, ce bâtiment. Bon, là, on se repose. Maintenant, c'est fini. L'école est finie, on peut se reposer. Voilà. Ça, c'est le réfectoire, vous voyez là-bas. Ouais. Donc, pas la cuisine, il n'y a pas de cuisine. Hein. Pas de cuisine. Mais non, puisque la cuisine, c'est la cuisine des gens. Voilà, des gens. Les gens qui apportent déjà. Tout cuit. Par contre, c'est la salle à manger, ça. D'accord. Voilà. Et là, c'est le bâtiment d'habitation. C'est là où il y a les chambres. Vous voyez, la date de construction est inscrite. Très souvent, vous allez voir la date de construction. Ah oui, ici en haut. Vous voyez, 1926. Voilà. Et ce bâtiment-là date de la même époque. Alors, simplement, celui-là, il a quelque chose de très particulier. Il a un grand escalier. Cet escalier-là,
Bon, alors pour moi, cet escalier-là, il est disproportionné. Il est trop grand par rapport au bâtiment. Exact. Mais pourquoi? Il y a une raison à ça. C'est parce que ces escaliers en maçonnerie ont remplacé les escaliers en bois dont je vous parlais, qui étaient des sortes d'échelles très peu confortables. Et ces escaliers coloniaux sont devenus des symboles de statut social. Et lorsque les gens ont construit ce bâtiment qui était pour le supérieur du monastère, eh bien, ils lui ont mis un grand escalier pour montrer l'importance que ce moine avait. Et voyez, ça, c'est le bâtiment des moines. Vous voyez l'escalier, il est beaucoup plus simple. Exact. Parce que ça, c'est les moines ordinaires et ça, c'est le supérieur du monastère. Okay. Alors, simplement, ce n'est plus le supérieur du monastère parce que c'est un bâtiment qui est un peu vieux et qui n'est pas confortable. Et en particulier, la salle de bain était à peu près inexistante. Donc, il y a à peu près 5 ou 6 ans, les gens du quartier ont construit un nouveau bâtiment pour lui, qui est le dernier bâtiment à gauche. Vous voyez, on voit que les tuiles ne sont pas la même couleur. Avec là, air conditionné et une salle de bain confortable. Le supérieur du monastère étant un personnage très connu ici, il est très savant, c'est un spécialiste des textes anciens, mais il est en très mauvaise santé. Donc ils ont dit à juste titre, il faut lui construire un endroit confortable parce qu'il est en mauvaise santé et il faut lui donner un environnement plus confortable qu'autrefois. Hein, voilà. On va ressortir du monastère pour aller juste à côté et puis on terminera là. Vous voyez, tout ça c'est en torchis. Hein. Vous voyez que c'est pas en très très bon état. Alors, ce qui est un peu triste, c'est qu'on avait presque reçu la promesse d'un don de l'ambassade des États-Unis pour restaurer ça. Et que vous savez que tout est annulé. Hein. L'ambassade des États-Unis a reçu l'ordre d'arrêter tous les paiements immédiatement. Mais depuis le dernier changement? Oui. Oh, donc, tout, déminage, toutes les aides, tout. Vous ne payez plus les salaires, terminé. Hein. Oh là là. Plus rien. Vous voyez, le torchis, là, il est en train de partir. J'attendais rien de bon de ce Trump, mais... Vous savez, ici, il y avait un déminage, hein, parce que pour les bombes qui sont tombées ici, c'est fini aussi, ça. Il a dit, vous ne finissez pas le travail et vous ne payez pas le mois en cours. Ça, c'est dramatique. C'est le personnage, il est comme ça. Hein. Quel personnage. Bon, ben oui, il a été élu quand même par les Américains. Hein. Bon, je ne sais pas comment ça a été possible, mais c'est comme ça. Hein. Ben, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça non plus. Hein. Voilà. Donc là encore, il y a un peu du torchis qui est en mauvais état. C'est un bâtiment à restaurer qui n'est pas encore restauré. Et les deux autres, on en a 600 hein, bâtiments classés. Hein. D'accord. Protégés, c'est un système donc assez courant dans le monde, hein, avec un plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec des bâtiments numérotés, classés, et puis avec des règles de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais ça, en tant qu'architecte, vous connaissez ça. C'est pas très différent de ce qui existe ailleurs. Le site qu'on a vu d'UNESCO, sous protection d'UNESCO, là, à Chiang Mai, les deux temples, trucs et tout, bah, c'est toujours des complexes fermés. C'est rarement des quartiers en entier comme ça. Donc, c'est exceptionnel. Exceptionnel. La plupart des sites du patrimoine mondial, ce sont des monuments. Exactement. Donc des monuments, donc des pierres. Comme disent mes amis du Cambodge, nous, on est chargé de la restauration des temples d'Angkor. Les pierres, on en fait ce qu'on veut, elles ne se plaignent jamais. Vous, avec les gens, ça ne peut pas être comme ça. Ah ben, non, eux, ils se plaignent, vous pouvez imaginer bien. Alors voilà, vous voyez, ça, c'est ça, le lati de bambou. Hein. Ça dure 3 ans, 2-3 ans. Après, il faut changer. Hein. C'est mangé par les petites bêtes. Il y a des sortes qui mangent ça. Donc, alors, cette peinture-là, vous voyez, qui est un peu une peinture qui est en principe anti-termite et anti-insecte, mais ça ne marche pas à 100%. Donc là, on est dans un quartier ancien et un quartier avec une atmosphère un peu villageoise et un peu tranquille. Ce n'est pas l'atmosphère de la grande ville. Et là, on va voir cette maison-là avant qu'il ferme. Oui, il ferme dans un quart d'heure, donc c'est parfait. On a bien minuté. Ça, c'est neuf. Hein.
mais c'est dans le respect de la tradition. Voilà. On va lui dire qu'on va rester 5 minutes. Bon. Somebody. Yohanati, hein? C'est parfait. On a le. สบายดี Si เห็นยังกดสั่งนี้ฟังแล้วอยู่ซ้ายกดสั่งนี้มาแต่ซ้ายเสียงดังนี้อยู่นอก Je demande qu'est-ce que c'est que ces bruits affreux qu'on entend. Elle va fermer dans 5 minutes, donc on ne va pas rester très longtemps. On va profiter pour s'asseoir là. Donc, cette maison, d'abord c'est une ancienne maison, hein, et c'est aujourd'hui, je m'assois pour soulager un peu. Oui, c'est chez vous. Voilà. C'est la seule maison aristocratique sans aucune influence, ni française, ni vietnamienne, ni chinoise, qui est parvenue jusqu'à nous. Toutes les autres ont disparu, il y en avait d'autres, mais elles ont été abandonnées parce qu'elles étaient en bois, comme vous voyez, et on n'aimait plus le bois. Et puis, les gens qui avaient les moyens, des grandes maisons comme ça, ils ont construit des maisons en briques à la place. Donc celle-là, c'est la seule qui est parvenue jusqu'à nous. Elle était en très mauvais état. Et il y a à peu près une vingtaine d'années, donc le gouverneur de la province et puis l'UNESCO ont décidé de la racheter à la dernière héritière de la maison. La maison a été revenue en héritage à une vieille dame qui avait à peu près 80 ans à l'époque, je me souviens. Elle est morte aujourd'hui malheureusement, elle aurait plus de 100 ans. Et elle héritait de cette maison où elle avait été petite fille, elle avait passé son enfance dedans. Donc c'était très intéressant parce qu'elle était capable de raconter la vie il y a 100 ans dans la maison. Donc moi j'ai beaucoup bavardé avec elle. Elle était contente, elle habitait Vientiane, elle avait été mariée, elle était veuve, ses enfants étaient grands, mais elle n'avait pas habité très longtemps, juste quand elle était petite dans la maison. Et puis son frère lui avait légué la maison. Son frère avait une femme et des enfants qui étaient morts dans un accident de voiture. Et donc elle ne s'attendait pas à hériter de la maison. Mais elle a vite hérité de la maison. Elle voulait la vendre. Donc on lui a dit, écoutez, vous aurez du mal à la vendre parce que c'est une maison qui est très grande. Et en plus, nous, on va surveiller le travail de restauration. Comme c'est une maison unique, exceptionnelle. Donc voilà. Alors, c'est pas quelque chose, c'est pas un monument, c'est pas le château de Versailles, hein, bien sûr. Mais c'est quelque chose de très précieux parce que c'est un élément unique dans l'histoire de l'architecture. C'est les poteaux là qui m'intriguent. Ils ont plusieurs éléments. Les poteaux ont été restaurés. Tout ce qui est en briques date de la restauration. Donc c'était dans un endroit très humide ici. Vous voyez, c'est un creux. Et donc c'était très humide, et très boueux. Et donc la vieille dame nous a dit, quand j'étais petite, c'était souvent de la boue et de l'eau. Et donc, ça a pourri une partie des poteaux. Pourtant, les poteaux sont dans un bois extrêmement précieux qui est du bois de rose. Alors, le bois de rose, ce n'est pas, comme m'a dit un jour quelqu'un, des rosiers géants qui deviennent grands comme ça. Ce sont… c'est pas Yonok, hein. C'est un bois très précieux et très rare qui aujourd'hui est protégé. On ne peut plus le couper, le vendre et l'acheter. Il est protégé. Et les petits stocks qui existent appartiennent au ministère de l'Agriculture uniquement pour la restauration des maisons anciennes comme celle-là. Ça vient du pays. Alors, comment ? Ça vient des forêts d'ici. Mais c'est un bois, s'il n'est pas attaqué par les termites, c'est parce qu'il est très dense et il pousse très lentement. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il est rare. Alors vous voyez, il n'y a pas de fondation, hein. Les poteaux sont posés directement sur des grosses pierres, ce qui fait que rien n'est droit, hein. Il n'y a pas un angle à 90 degrés là-dedans, tout est de travers. C'est comme un peu les petits chalets dans les montagnes, c'est le même principe, dans les Alpes. Voilà, c'est le même principe. Il y a eu 2 ans de restauration. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pièces qui ont été remplacées. Alors, on n'a pas tout remplacé, on a fait ce que demandait l'UNESCO, c'est-à-dire le minimum de remplacement en essayant de garder le maximum des matériaux anciens. Ce qui n'a pas été facile à expliquer ici parce que les gens sont plutôt habitués à tout remplacer. Alors, mais vous voyez, à l'angle, là, il est en 2 morceaux, vous voyez. Et puis là, celui-là, vous voyez, la greffe à queue d'aronde, hein, qui est un classique de la charpente. Voilà.
Vous voyez qu'il y a un métier à tisser pour respecter la tradition. Vous voyez là, on voit bien que c'est une restauration ici. Exactement. Voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Et puis la cheville est là. cheville. Voilà. Donc tout ça, ça a été neuf. Le plancher a dû être restauré. Mais donc ça, c'est du bois de rose. Donc c'est un bois très précieux qui a résisté plus de 100 ans. Donc, alors il est à des endroits, c'est un peu abîmé, mais pas trop quand même. Tout ce qui est le mobilier que vous voyez là, tout ça, ça a été rajouté récemment pour la culture TikTok. Alors la culture TikTok, on ne la voit pas là parce qu'il n'y a personne, mais quand il y a des visiteurs, le grand chic, c'est de s'habiller, de costumer comme une princesse et de se prendre en photo. Et on a installé ça pour la mise en scène. Le mobilier n'est un mobilier qui est plutôt d'ailleurs plus vietnamien que laotien, mais ça ne fait rien. Pour les photos, c'est bien. Voilà. Ouais, parce qu'il y a souvent des symboles chinois. Oui, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pas très grave, ça peut s'enlever et ça peut se remettre. Mais donc ici, on va la regarder. Le lieu s'utilise comme parce qu'il y a plein de tables. Alors là, la gestion a été confiée à une famille qui gère le lieu avec l'autorisation de faire des événements culturels. Et donc là, quelquefois, il y a des banquets où il y a des présentations artisanales. Donc ça, c'est du matériel pour lorsqu'il y a un événement culturel. Là, vous voyez qu'on a aussi construit, c'est neuf ça. Alors ça, c'est neuf. Et ça aussi, ça c'est une scène pour des représentations de musique, de danse, etc. On installe des chaises ou des bancs ici, et puis on peut faire un spectacle sur la scène. Donc ça a été fait à la demande du gouverneur de la province. C'est une très bonne idée. Alors moi, j'aime pas le décor qu'il y a au fond, mais ça, c'est pas grave. Bon, c'est moderne, on pourra le remplacer le jour où on ne l'aimera plus. Par contre, ce à quoi on ne peut pas toucher, c'est la maison. Vous voyez. Alors, c'est la maison comme on l'a vu la première, avec la partie privée à droite, la véranda à gauche. Là, il y a plus de décors, c'est peint en bleu. Certains bois sont peints en bleu. Puis, vous voyez qu'il y a un décor de bois découpé, une frise de bois découpé. Et puis, vous voyez que les ouvertures de ventilation que je vous ai fait observer, là, elles sont particulièrement belles parce qu'il y a une grille devant pour empêcher les oiseaux de rentrer dedans. Et c'est du bois découpé, en partie doré, en partie peint. Donc c'est très joli. Et puis il y en a 3. La première fois, vous avez vu, il n'y en avait que 2. Là, il y en a 3. Donc voilà. Donc c'est une maison qui est plus grande, plus belle, plus large. Elle a été construite donc vers 1902-1903 par le conseiller du roi, qui était le secrétaire du conseil du roi et chef des gardes et chef de la justice. Donc c'était un monsieur très important. Il a reçu comme cadeau de mariage le terrain sur lequel il a fait construire cette maison. Et c'est lui qui a eu 18 enfants, voilà, dont un est celui qu'il a envoyé en France et qui a construit la grande maison coloniale. Donc voilà, donc c'est une maison, bon, on peut venir se promener, il y a un jardin qui est assez grand, il y a un petit restaurant et il y a de temps en temps des animations culturelles. Donc c'est un lieu qui reste quand même relativement vivant, mais qui est l'important, c'est la raison pour laquelle il est transformé en musée, parce que cette architecture-là est exceptionnelle. C'est la seule maison, seule résidence aristocratique qui nous soit parvenue sans aucune influence étrangère. Voilà, puis on va pas rester trop longtemps parce qu'ils doivent fermer. Vous voyez, alors il y a à la fois du torchis sur la façade principale, ça c'est du teck, c'est le teck. Le bois de rose, qui est le bois le plus précieux, il ne sert qu'à la structure principale. Mais il est trop précieux pour être utilisé pour faire des portes et des fenêtres. Donc c'est un autre bois. Dans une maison comme ça, il y a au moins une dizaine de sortes de bois différents. Les bois découpés des rives, qui est un bois léger, mais qui ne se fend pas, est un autre bois encore. Donc les architectes savent et les entreprises savent ici quel bois utiliser pour quelle partie de la maison. Vous voyez qu'à l'arrière de la maison, il y a une sorte d'autre petite maison. Ça, c'est la cuisine. Et vous voyez, les toitures sont en briques, en tuiles, en terre cuite. Donc voilà. Et la maison qui est là, où on se trouve la location des costumes, eh bien, c'est une maison moderne qui a été rajoutée au moment de la restauration pour justement accueillir les services qui sont liés à la visite. Et l'idée étant qu'on ne touche pas à cette maison-là, on la laisse telle qu'elle était. Et là, on a créé des toilettes, un bureau, des réserves, etc. Voilà.
Donc, et vous voyez, là encore, on a créé des ouvertures. Oui, les deux rondes, ouvertures en voilà. haut. Donc ça, c'est un des endroits les plus agréables de Luang Prabang parce qu'à la fois, il est très authentique. Les gens maintenant l'apprécient. Ils ont compris que c'était l'élément de patrimoine le plus original qu'ils avaient. Et donc, ils viennent volontiers se promener ici et puis se prendre en photo après s'être costumés comme des princes ou des princesses. Alors, c'est tout le monde, hein. Là, toute la famille, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, tout le monde vient se faire photographier ici, et s'habiller, se costumer. On a aussi d'ailleurs une coiffeuse et une maquilleuse pour vous arranger. Oh, Donc, c'est grand jeu, très les très grands joli. jeux. Oui, oui, c'est très joli. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On va passer. Alors, je ne sais pas quel est votre prochain objectif. Où est-ce que vous voulez aller maintenant? On n'a rien défini. Vous n'avez rien On défini. n'a rien Alors, défini. moi, je vais rentrer par où nous sommes venus parce que j'ai ma voiture qui est de ce côté-là. Voilà. Si Bon, vous allez de on l'autre rentre. côté, vous Ouais. arrivez, vous, dans la rue principale. Hein. Mhm. À cette heure-là, ça doit être très tranquille parce que je D'accord. crois que ça doit être fermé à la circulation. Mhm. Donc, vous avez le choix, soit le quai du Mékong par là, soit la grande rue par là. On est arrivé par le Mékong, on peut aller par derrière. Hein. Vous êtes à quel hôtel, vous m'avez dit? Alors, hier soir, on a eu un problème de Ouais. réservation Ah. d'hôtel. C'était Golden Sun. Au Golden Golden Sun, Sun, on oui. est arrivé à Ça va Golden jouer, Sun. Et puis- puis, Votre finalement- réservation avait été mangée. Non, en on a fait, réservé pour le mois d'avril. moi, Au lieu de mois la de même mars. date, mais au mois d'avril. Alors là, bah oui, alors évidemment, oui. Il y a, il y a alors, du encore un coup, mois. elle nous a juste placés dans une maison en face pour une nuit. Et puis aujourd'hui, on a changé. On est où? Iksana? Sanadu? Sana? Iksana? Iksana, me le Ouais, Bon. un peu dans Enfin, le quartier, un peu derrière. Euh, Alors, je monsieur. ne connais pas, je ne sais pas où c'est, hein, mais Non, non, mais vous allez c'est- vous retrouver, vous. Oui, 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 il n'y a pas de Bon. souci. Pas de Du Dans côté souci. vers la rivière. poste, c'est ça? Oui, oui, vers la Dans le poste. quartier de la Ouais, poste, exactement, d'accord. vers la poste. Ouais. Juste- Le grand juste derrière. croisement, là. Oui, il y a du grand gros croisement, où il y a marché le de marché nuit, de Oui, là. c'est nuit. ça. Ouais, ouais, Alors, tout à fait. alors, ça va être par là. Ex- C'est-à-dire, si vous voulez y exact. aller par la grande rue, Oui, oui. vous tournez à gauche là, vous allez Ici. arriver dans la rue principale, et puis à droite par là, vous allez retrouver votre bien. hôtel. Ok, ok. Voilà, Monsieur donc Engelmann, ben, on vous remercie c'est énormément pour ben, cette attends, truc. je suis content quand je parle avec des gens qui s'intéressent à l'histoire de cette Ouais. ville. Ben Non, oui. mais c'est Voilà. c'est magnifique. Alors C'est vraiment, magnifique. parce que Bon. en tant que touriste, on peut jamais deviner tout ça. Donc, Ah bah oui, c'est Bah, on clair. tombe il y a des- par hasard si on reste par longtemps. hasard, voilà, mais on ne connaît Mais pas tout sinon, l'historique, on on ne connaît connaît pas pas, on les connaît raisons, pourquoi ça fait comment, Voilà. par quelle famille et tout. Alors, on a beaucoup apprécié cette Ben, visite. tant mieux, tant mieux, tant Merci mieux. beaucoup. Voilà. Et puis, j'ai Voilà. dédié cette vidéo à Chantabania, Sengdat, Voilà. donc mon ami Voilà. de longue date. Hein. Eh bien, au revoir. Alors, au revoir. Ok, stop. Tu aurais ton vidéo